Bonjour à tous et à toutes, nouveau podcast 30 minutes avec, et aujourd'hui 30 minutes avec Grégory Rabjak, photographe de surf et de vagues. Grégory, merci. Grégory, comment aimeriez-vous vous présenter ou comment aimeriez-vous qu'on vous présente? Bonjour, écoutez, moi je suis donc photographe installé au Pays Basque depuis une trentaine d'années. Voilà, je suis originaire à la base de Bordeaux où j'ai fait mes études et puis après mes études qui n'avaient rien à voir avec la photographie, je me suis rendu compte qu'en fait la vraie passion qui m'animait dans ma vie c'était la magie des vagues, on va dire, et que j'avais envie de consacrer ma vie un peu à suivre ces vagues et à essayer de les capter pour partager ça avec le plus grand nombre à travers mon travail de photographie. Donc voilà, on pourrait dire photographe aquatique parce que je fais pas que les vagues, je fais aussi l'eau qui dort, on va dire, donc dans les lacs, les rivières, tout le cycle de l'eau. Donc, mais c'est vrai que le gros de mon travail se concentre surtout dans les vagues et donc dans l'océan, quoi. Alors comment on est Voilà. passé comment on passe d'une école de commerce, je dirais, et puis photographe autodidacte, puisque déjà fortement intéressé, à photographe Mhm. professionnel? C'est quelle Ah, décision, ben c'est alors quel là, déclic, c'est quelle personne, c'est quoi en fait ce passage? C'est un mélange parce que la photo en fait a toujours fait partie de ma vie. Quand j'étais enfant, mes parents avaient eu la bonne idée de m'offrir, quand je devais avoir 6 ou 7 ans, un petit appareil qui faisait des photos en noir et blanc à la fin des années 70 là. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un regard à travers un appareil photo. Et à l'époque, je me concentrais surtout sur les nuages. En tant qu'enfant, c'était ça qui me fascinait. Donc D'accord. j'ai des albums entiers remplis de nuages, de souvenirs d'enfance. Et puis petit à petit, dans l'adolescence, voilà, j'ai découvert un peu le surf. J'ai un papa qui était nageur de haut niveau quand il était jeune, qui m'a transmis l'amour de la glisse, de la nage. Donc j'avais quand même une affinité avec les éléments, on va dire. Et puis petit à petit, dans la pratique, avec les copains du surf, je me suis rendu compte que il y avait un côté un peu magique au niveau visuel. Et les magazines de surf à l'époque commençaient tout juste à apparaître dans les début des années 80. On avait très peu d'images de surf en Ouais, fait qui c'était les nous tout arrivaient. débuts, c'était les... Ouais, Ouais. voilà, le tout début, le premier magazine en France, je crois qu'il est arrivé en 1985 ou 86, donc quand j'avais 13-14 ans, et c'était pile, voilà, la période d'adolescence où je commençais à aller surfer avec les copains, etc. Et donc ces magazines-là, c'était comme une fenêtre sur ce monde du surf dans lequel on pouvait s'immerger grâce à ces pages de magazines. Et donc tout ça a commencé à m'intéresser, à me fasciner même à travers certaines photos, même des photos de chez nous, de la France, mais du bout du monde aussi, qui me faisaient rêver au niveau du voyage, etc. Donc petit à petit, dans ma tête, je commençais à me focaliser un peu sur ce monde-là qui était un peu en train d'émerger parce que dans le sud-ouest, le surf c'était encore quelque chose de très marginal, on va dire. Ah, Et c'était puis culturel, petit à c'était la petit, contre-culture. voilà, Mm, exactement. Donc là, au Pays Basque, il y avait quelques surfeurs qui commençaient à avoir du matériel. Il y avait les toutes premières compétitions, mais il n'y avait pas encore toute cette économie qui s'est développée par la suite. Et donc moi, voilà, naturellement, j'ai eu envie de me rapprocher de ce monde-là. Et au cours de mes études supérieures, en voyageant, là aussi, j'ai fait d'autres voyages, découvert d'autres endroits de surf. J'ai commencé à voir cette industrie du surf qui émergeait dans le Sud-Ouest à travers les magazines, à travers les marques, à travers les compétitions, etc. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel pour une activité professionnelle au niveau de la photo, qu'il y avait un marché qui était en train d'émerger, qu'il n'y avait pas beaucoup justement d'acteurs en tant que photographe spécialisés dans ce milieu-là, parce que c'est quand même un milieu où il faut être spécialisé pour pouvoir ouais, c'est arriver très à faire des particulier. bonnes Mm, photos. mm. Voilà, c'est très particulier, donc c'est un peu une sorte de niche, on va dire, dans le monde de la photo. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de mes études, je me rendais bien compte que ça m'intéressait beaucoup plus que ce que j'étais en train d'étudier. C'était finalement le commerce, bof. Voilà, donc le commerce m'a servi quand même parce que malgré tout, dans toute activité, Ah, après, il faut le vendre, but hein. c'est que Il faut faire voilà, connaître, il il faut faut vendre. vendre. Mm. Voilà, donc tout ce que j'ai appris quand même dans ma formation de commercial à l'époque m'a plus ou moins servi. Mais c'est vrai qu'au niveau photographique pur, j'étais autodidacte et je suis resté autodidacte depuis le début. Donc ça veut dire au début, quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait y aller, mais beaucoup de pellicules, voilà, un peu gâchées, Beaucoup mais d'essais, c'est comme ouais. ça, Mm. voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis petit à petit, de moins en moins de déchets, comprendre
ce qu'il fallait produire comme style de photo. Et puis voilà, petit à petit, commencer à faire des photos que je pouvais aller montrer, présenter aux différents magazines, éventuellement même marques de surf. Et puis voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas juste un mirage, qu'il y avait un potentiel Il y pour avait quelque une chose. carrière Ouais. là-dedans. Donc voilà, là ça c'était la fin des années, milieu des années 90, quand j'ai commencé à me dire que ça allait être mon chemin d'activité professionnelle, on va dire. Et donc le plus grand moment en fait, ça a été juste de réussir à convaincre mes parents en fait que Que le c'était un choix que métier. j'avais fait, Que c'était un métier, voilà, voilà. voilà, que c'était un métier qui avait un potentiel au niveau activité professionnelle, que ça allait se développer et que j'avais la place pour faire mon trou, Pour en comme on dit. vivre. Donc voilà, pour en vivre. Et donc j'ai eu la chance d'avoir des parents fabuleux de ce côté-là et qui m'ont soutenu dès le premier jour et qui m'ont encouragé et qui m'ont donné les ailes, on va dire, pour pouvoir m'embarquer dans cette aventure-là. Donc je les remercie chaque jour et je suis content d'avoir osé franchir le pas, comme on dit, quoi. Et quel Donc souvenir voilà. tu gardes de ta première session historique à Bellara en 2002? Est-ce que c'est un événement Ah, qui a déclenché ou en tout cas qui a eu une influence majeure sur ta Alors oui, trajectoire? oui, Ouais. oui, c'est ça. Ben déjà au niveau du milieu du surf en lui-même, c'est vraiment une date clé dans le sens où jusqu'à cette date-là, donc c'était le 22 novembre 2002, jusqu'à cette date-là, on savait qu'on avait des bonnes vagues et des grosses vagues en France, mais on n'avait pas encore atteint des tailles, comment on va dire, hawaïennes, quoi, Ouais, c'est-à-dire des ouais. tailles de vagues autour de 10 mètres et plus. Donc, ben, à cette période-là, on n'avait pas encore accès à tout le matériel au niveau du surf de grosses vagues, notamment au niveau des jet skis, parce que là, c'est des vagues que l'on prend avec une technique de tractage, comme avec un jet ski un peu en mode ski nautique, c'est-à-dire Ouais, qu'on est ouais. avec une corde derrière le jet ski qui permet au surfeur d'être lancé De dans se la lancer vague dans la et vague. voilà, et de pas avoir à ramer à la force des bras, donc ce qui permet d'avoir une entrée en vague plus rapide, de pouvoir prendre des trajectoires différentes et donc de surfer de manière plus aboutie ces grosses vagues. Et donc voilà, dans la fin des années 90, début 2000, le matériel a commencé à arriver en Europe au niveau des jet skis, au niveau des planches. Les surfeurs de grosses vagues ont commencé à se rendre compte du potentiel que l'on avait chez nous ici. Et puis, ben, nous, en tant qu'habitants au Pays Basque, les locaux, on savait que cette vague existait là au large de Saint-Jean-de-Luz. Il fallait juste attendre les bonnes conditions et avoir tous le matériel. Et donc en 2002, ça commençait à être prêt et il ne manquait plus que les cartes météo Il manque qui plus vont que la avec. vague. Et voilà. Et donc mois de novembre, c'est souvent les premières grosses houles dans l'Atlantique. D'ailleurs, il y a eu des départs de Vendée Globe qui ont souvent été assez extrêmes parce qu'ils se retrouvaient avec un golfe de Gascogne, il y avait des houles gigantesques. Et Ouais. cette année-là, en 2002, on a eu mi-novembre, là, une dépression assez énorme qui s'est formée en plein milieu de l'Atlantique et qui nous a annoncé une houle voilà, qui était bonne pour Bellara. Et donc ce jour-là, on a ouvert la voie. Donc il n'y avait pas beaucoup de surfeurs à l'époque. Je crois qu'il y avait 5 équipages qui étaient prêts pour aller affronter Ah la oui, vague. Et c'était vraiment minimaliste. C'était. ouais, le début, c'était une bande de copains, Mm. quoi. Tout le monde se connaissait. On était vraiment un tout petit groupe, mais c'était des surfeurs avec déjà une grosse expérience au niveau du surf de grosses vagues à la rame. Certains avaient déjà essayé le surf tracté en allant à Hawaï pour s'attaquer à cette technique-là. Et donc voilà, Oui, c'était pas des les novices non conditions. plus. Voilà, c'était des gens Non, voilà, là, il y avait expérimentés. pas Ouais. de, non, non, il y avait personne qui découvrait les grosses vagues ce jour-là. Tout le monde était avec de l'expérience. Et moi, au niveau photographique, ben, je sentais que c'était un jour qui allait être clé dans l'histoire du surf chez nous en France. Et donc, j'ai réfléchi à tous les moyens avec lesquels je pouvais essayer de capter cette journée-là. Et à l'époque, je me suis dit que le moyen qui donnerait la meilleure dimension à la vague, ça serait de le shooter comme on shootait à l'époque. Il y avait un photographe français très connu qui s'appelle Sylvain Cazenave, Mm. qui est un des photographes les plus anciens dans le milieu du surf en France et qui avait l'habitude de travailler à Hawaï et de shooter le spot de Jaws, qui est un spot très connu dans le milieu des grosses vagues, avec un hélicoptère. Et donc, Ah d'accord, ok. je me suis dit, bon, ben, on va essayer de faire un peu la même chose ici chez nous, toute proportion gardée, mais je trouvais que c'était un clin d'œil par
rapport à la dimension hawaïenne de notre vague ici au Pays Basque. Et donc voilà, j'ai pris le choix de prendre un hélicoptère avec un caméraman qui s'est joint à moi pour faire des images vidéo également. Et on a eu la chance d'avoir un super pilote qui nous a fait confiance et qui nous a fait vivre 2 heures de vol extraordinaires, Ça, ça doit être un quoi. sacré souvenir quand même. Sacré Ouais, c'était souvenir, ça. ouais, fabuleux. Même le pilote était scotché par ce qu'il voyait. Nous, on n'y croyait même pas ce qu'on était en train de saisir à travers nos caméras. Et ça a été, oui, ça a été un moment extraordinaire par rapport à la concrétisation de rêves que l'on avait depuis qu'on était enfant, en fait, de voir cette vague au large là qui nous faisait rêver. On s'était toujours dit un jour peut-être on ira. Et puis voilà, ce jour-là, on a eu la chance de la voir avec des belles vagues et les gars ont vraiment bien surfé et du coup ça a donné des images oui qui ont ouvert la voie et qui ont permis au surf de grosses vagues de De se prendre une nouvelle développer. Mm. dimension en France, quoi. C'était avant que Nazaré au Portugal Ouais. devienne à la Mm. mode et donc Bellara était du coup devenu en quelques heures une nouvelle référence au niveau mondial. De grosses vagues. On Ouais. était voilà, dans le milieu des grosses vagues. Et puis après, depuis, ça fait bientôt 25 ans, là, ben, c'est devenu une référence et on a des surfeurs un peu du monde entier qui sont venus essayer de la surfer. Et puis tous les surfeurs d'ici, du Pays Basque, des Landes et même du reste de l'Europe, Mm. viennent faire une sorte de défi à Bellara quand les conditions sont bonnes. Donc oui, c'est devenu Un un spot symbole. Hein. important, Mm. quoi. Ouais, un Et est-ce que symbole, tu ouais. peux nous décrire ton processus avant, parce que maintenant, peut-être que tu voyages moins, mais avant, ton processus de repérage ou de préparation avant une expédition Ah ouais. dans un endroit un peu isolé, où Mhm. il y avait encore des terres vierges, ou en tout cas beaucoup moins Ouais. fréquentées. Comment tu faisais? Mhm. C'était quoi ton processus de repérage et de préparation? Bah alors moi, un de mes choix en fait tout au long de ma carrière, ça a toujours été d'essayer d'aller vraiment dans des endroits qui étaient encore un peu vierges. Donc oui, je suis allé à Hawaï, je suis allé à Tahiti, en Indonésie, tous ces endroits qui étaient un peu déjà des spots de référence. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller voir des endroits vierges, donc que ça soit en Afrique, que ça soit en Patagonie, en Norvège, des endroits où le surf est pas forcément attendu. Et donc, ben, c'était faire des recherches à l'époque où il n'y avait pas encore Internet. C'était passer beaucoup de temps dans les cartes maritimes. Oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai que Essayer... Internet négatif. Il fallait lire, il Et fallait voilà, chercher. Ouais. voilà, donc c'était beaucoup d'échanges, aller dans des salons, même des salons touristiques, où il y avait les offices de tourisme étrangers qui venaient pour présenter leur pays, etc. Ça me permettait de recueillir des informations, des fois d'échanger avec eux pour éventuellement avoir des partenariats et pouvoir avoir des aides au niveau local. Mais voilà, donc tout un travail en amont pour recueillir des informations sur les spots qui pouvaient potentiellement être intéressants, voir un peu au niveau accessibilité comment ça se passait. Euh, Par exemple, à l'époque où on allait en Afrique, ben, il y avait des endroits où c'était vraiment compliqué de passer, un peu dangereux au niveau sécurité, donc il fallait essayer d'anticiper toujours un petit peu ça en amont pour être plus efficace. Et puis après, ben, une fois sur place, pareil, essayer de rencontrer les locaux pour pouvoir échanger avec eux, voir un peu eux leur ressenti, comment ils voyaient un peu le surf ouais, dans leur quotidien. Et puis du coup, essayer de partager aussi avec eux. C'était ça qu'on aimait bien à l'époque, c'était prendre les novices du surf dans chaque zone et puis leur permettre de découvrir leur propre pays avec nous et donc partager des aventures avec eux et ça c'était vraiment super à chaque fois de pouvoir on sentait vraiment l'idée de semer une graine et puis de prendre soin de cette graine pour que le surf se développe, mais avec un bon esprit, en essayant d'expliquer un peu les limites du surf, les problématiques qu'il peut y avoir, etc. Et content de voir ben, dans C'est beaucoup l'aventure d'endroits, des fois, écologique. C'était déjà l'aventure ouais, écologique. ouais, ouais, ben, tout à fait, parce que ben, très souvent on dormait en mode bivouac, donc au plus près des vagues, au plus près des éléments, et donc au plus près de la réalité du terrain, on va dire. Et donc ce qui nous mettait vraiment en osmose avec l'endroit où on était, c'était des voyages assez intenses de ce côté-là, mais qui pour moi au niveau visuel étaient très très forts, et puis au niveau humain
bien. C'était des aventures, voilà, une équipe soudée et on vivait toujours des histoires assez intenses. Donc, ouais, non, de ce côté-là, c'était une partie de mon travail qui était vraiment super agréable et très intéressante, quoi. Et Ouais. comment tu as trouvé finalement un équilibre entre l'envie de partager ces spots, pardon, ces images, et la nécessité de préserver en fait leur discrétion? Voilà, mais Comment tu faisais en fait? Tu prenais des photos qui montraient mais qui ne dévoilaient pas. Quel était voilà. le secret pour préserver cette Mais c'est de nature? faire attention à certains endroits. Alors, il y a des endroits qui se défendent d'eux-mêmes, on va dire, parce que la vague est un peu difficile à trouver, elle ne marche pas souvent, elle est dangereuse à surfer, etc. Donc, il y a certains spots qui sont compliqués Oui, donc à ils sont par trouver eux-mêmes, et à il y a surfer. personne, hein, voilà. Voilà, Mm. donc par cela, il y a moins de soucis. Mais des endroits qui étaient quand même assez faciles d'accès, où la vague est vraiment facile, le cadre est enchanteur, etc., c'est sûr que si on donne trop d'éléments, ça peut très vite basculer dans un nouveau Disneyland, on va dire. Donc, Ouais. mon idée, c'était à chaque fois d'essayer de montrer des vagues, mais sans donner trop d'éléments qui permettaient d'identifier localement la vague. Donc, faire attention, mais même des formes de rochers ou la forme d'une digue D'accord, ok. ou un Mm. phare ou tout ça, on essayait d'éviter. Et puis d'autres éléments, par exemple les bateaux avec une immatriculation, ben, l'immatriculation ça permet de situer la zone. Ouais. Donc j'essayais d'éviter les photos où on voyait toutes ces immatriculations de bateaux, etc. Donc essayer de faire attention un peu, de filtrer un peu les photos pour pas qu'il y ait trop d'éléments. Voilà, envie de donner aux gens de chercher, mais pas envie de donner tous les éléments sur un plateau pour que les gens puissent y aller En fait, sans avoir à mettre. c'était un filtre compliqué pour la photo entre l'esthétique, la luminosité, la qualité des vagues, et puis Mhm. préserver l'identité secrète ou en tout cas discrète Voilà. du lieu. Tu te Mhm. compliquais la tâche finalement. Un petit peu, mais ça aurait été plus facile de tout griller, hein, Ouais, c'est-à-dire de tout à mettre fait, ouais. Mm. l'endroit, et puis même au niveau des offices du tourisme, j'avais des offices du tourisme qui me demandaient de venir travailler avec eux pour faire une banque d'images, pour que eux après puissent parler du L'exploite. surf dans Mm. leur pays, voilà, l'exploiter. Et moi, je refusais parce que je voulais pas justement aller dans ce sens mais comme je disais tout à l'heure, d'aller trop vite, quoi, de pousser Ouais, vers le ouais, Disneyland, vers ouais. le tourisme de masse. Je pense que le surf a besoin de garder une part de De côté rêve et de sauvage. authentique. Mm. Voilà, ouais, de sauvage et notamment dans des endroits comme ça qui sont un peu cachés au bout du monde, qui sont pas du tout encore impactés par le tourisme. C'est quand même compliqué de prendre la décision d'en faire un lieu public. Donc voilà, il y avait toujours ce petit paradoxe et ça m'est arrivé de refuser de vendre des reportages parce que le magazine voulait absolument qu'on mette le nom du pays D'accord, ou ok. l'endroit et donc c'était un choix éthique, on va Un dire, choix éthique, de ouais, ma tout à part. fait. Mm. Voilà, peut-être parce que j'aime surfer, j'aime ce côté un peu authentique des endroits et donc j'ai envie de préserver ça aussi pour les générations qui arrivent, quoi, qu'ils aient pas tout de broyé, de De trop gâcher. développé. Donc Mm. voilà, de gâcher. Donc c'était toujours trouver le juste équilibre, quoi, entre montrer mais en même temps essayer de préserver pour pas abîmer, quoi. Et comment Donc voilà. ton approche technique donc a évolué avec ben, en particulier Instagram et la Ouais, massification du surf parce que c'est quand même devenu un sport maintenant je dirais on peut ouais, surfer de 7 à 77 ans. En exactement. plus il y a les réseaux sociaux, Instagram fait les Ouais, photos. ouais. Et puis Comment ton approche technique, matérielle, je dirais éthique a évolué avec ces deux Alors, contraintes? il y avait déjà pendant des années et des années, j'ai travaillé avec de la diapo, avec du film. Donc, l'approche déjà très particulière quand on travaille avec C'est un toi qui film, parce développais que tes photos? Tu développais tes alors propres non, je photos? travaillais avec un laboratoire qui était à une dizaine de kilomètres de chez moi, un laboratoire professionnel qui avait toutes les machines pour développer les diapos en 24 heures. D'accord. Donc du coup, c'était assez pratique pour moi de ne pas avoir justement à développer moi-même tous mes films. Mais par contre, c'était la galère de trimballer des films aux quatre coins du monde, de passer les Des aéroports où kilos, il des fallait grammes de films. Ouais. voilà, où il fallait qu'il me vérifie chaque bobine à la main parce que je voulais pas qu'on les passe au rayon X, etc. Donc c'était des galères sans nom à chaque escale, mais ça faisait partie du voyage. Et c'est sûr que la bascule avec le numérique a été intéressante de ce côté-là. Après, moi personnellement, j'étais tellement amoureux de la diapo parce que du coup, la diapo, la photo est matérialisée
dans la diapo, elle existe, quoi. C'est un objet en lui-même, alors que en numérique, on ne peut jamais l'attraper. Elle n'existe pas vraiment, la photo. C'est un amas de chiffres dans le disque dur, mais qui n'existe pas matériellement comme la photo de la diapo. Donc, il y avait ce côté un peu triste, je trouvais, de la disparition de la diapo ça a pris du temps, hein. J'étais un des derniers photographes du milieu à basculer sur le numérique parce que j'avais cet amour de la diapo et De d'avoir réussi l'artisanat. à capter l'instant. Voilà un petit peu, ouais. Mais après, au niveau technique, moi, j'apporte pas une très grande importance au matériel. Hmm. C'est-à-dire que je considère notre appareil photo un peu comme un stylo ou Ouais, c'est un juste un pinceau pour outil un en fait. peintre. Hmm. Voilà, c'est juste un outil. Et l'important, c'est le regard et l'angle que l'on va apporter pour prendre la photo, plus que l'appareil en lui-même, quoi. Hmm. Donc l'appareil, moi, je vois vraiment ça comme comme un objet, un outil que je casse des fois parce que je suis pas très précautionneux et puis on est toujours dans des Et puis les aventures. conditions sont pas forcément faciles non plus. Ben voilà, que ce soit les embruns, le sel, Ouais, etc., le sable, quand on dort sur la plage pendant 15 jours, c'est sûr que le matériel il est pas très content non plus derrière. ouais. Mais comme je vous disais, je suis pas du tout attentif à mon matériel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de capter l'instant et de pouvoir le partager derrière. Donc, le matériel n'est qu'un moyen et pas du tout D'accord. une fin en soi, quoi. Et Donc, donc, voilà. parallèlement au surf, il y a un engagement que tu as depuis plusieurs années maintenant. Euh, Mhm. Peux-tu nous parler de la Water Family? Alors, Les la actions Water concrètes et en Family. fait, qu'est-ce que la Water Family fait? Alors, la Water Family, c'est une association qui a été à la base créée par Mathieu Crépel et Bernard Crépel, donc des amoureux des Pyrénées. Mathieu est un grand champion de snowboard qui a grandi dans la vallée de la Mongie, au cœur des Pyrénées. Et donc, le principe de leur association, qui s'appelait donc du flocon à la vague, au départ, c'était d'illustrer, de sensibiliser à l'importance du cycle de l'eau, qui était représenté par l'image du flocon qui tombe sur le sommet de la montagne, qui fond et qui descend la vallée à travers la rivière pour rejoindre l'océan. Et donc D'accord, ok. montrer que cette eau Tout le que circuit en l'on fait. trouve, Hmm. voilà, tout ce circuit, il faut prendre soin de l'eau depuis le sommet de nos montagnes jusqu'à nos estuaires et sur nos plages, parce qu'on en a besoin de cette eau et de l'équilibre qu'elle nous apporte à nos vies. Et donc cette association m'a proposé de travailler avec eux dès le début, et ça m'a passionné, intéressé. Et donc l'association a évolué. Maintenant, c'est devenu depuis quelques années la Water Family. Et l'idée, donc, est toujours la même, de sensibiliser. Alors, bien sûr, on essaye de sensibiliser les enfants, de les éduquer le plus tôt possible à cette thématique-là. Et donc, c'est des visites dans des salles de classe, des salons, des événements où l'on présente un peu toute cette problématique En fait, du c'est cycle de l'eau. une éducation pour prendre soin de l'eau en Voilà, donc particulier. c'est Hmm. souvent montré, en montrant déjà, on fait prendre conscience du milieu. Donc moi, mon travail que j'ai fait, par exemple, dans les rivières et dans les lacs des Pyrénées, c'était un moyen de montrer aux enfants et puis aux plus grands aussi que sous ces eaux que l'on croit un peu vides, en fait, se cache une vie qui est extraordinaire, de diversité, de couleurs, de douceur, etc. Et qui sont pour un photographe un terrain de jeu fantastique. Et donc j'ai trouvé ça passionnant pour moi à explorer et puis après à partager avec le grand public. Donc c'est toujours des moments que j'apprécie, notamment avec les enfants, parce que ils sont ravis de découvrir ce qu'il y a dans les rivières. Ils imaginaient pas qu'il y avait tous ces poissons, ces écrevisses, toutes ces choses qui vivent dans nos rivières et que l'on soupçonne même pas, parce qu'on n'est pas trop on n'est pas trop ouvert en fait. La plupart des gens ne savent pas ce qu'il y a tout ça dans nos lacs et dans Hmm. nos rivières. Et donc je me suis dit que mon travail servirait au moins à ouvrir les yeux sur tout ça. Et puis à partir du moment où on est conscient de la richesse du milieu, on a peut-être plus tendance à À y vouloir le faire attention. protéger, Hmm. voilà, y faire attention, etc. Donc moi je trouvais un lien logique avec mon travail et je suis content de pouvoir apporter ma modeste contribution à ces efforts-là et à cette sensibilisation-là qui me semble vraiment vitale pour nous tous, quoi. Donc le Donc, surf, la vague, l'eau douce, tu dirais que l'eau mhm. douce, alors les techniques ou en tout cas l'œil est différent, la lumière est différente. Déjà, il y a moins de Oh, mouvement peut-être, il n'y a pas le même ouais, mouvement ouais, et puis il non, n'y a c'est pas la même complètement vie différent. immédiate. Hmm. C'est Non, parce que dans les vagues, on va dire, il faut avoir, c'est tout le temps en mouvement.
Donc, il faut tout le temps faire attention aux vagues, comment on est positionné, parce qu'il y a quand même un risque, même quand c'est des Pour sa petites vagues. sécurité. Voilà, pour sa propre sécurité. Rien que le caisson que j'utilise pèse plusieurs kilos, donc si je fais pas attention et que la vague m'envoie le caisson sur la tête, je peux m'assommer. Donc, il y a quand même une prise de risque. Alors À que dans les éviter. rivières, voilà, et dans les rivières et dans les lacs, là, c'est un autre travail, c'est une autre approche. Justement, j'essaye davantage de me fondre dans les éléments. Et donc, il m'arrive des fois de rester un quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes immobile dans une rivière, sur le bord de la rivière pour pouvoir observer les poissons et qu'ils acceptent ma présence et qui, du coup, s'approchent un petit peu de moi pour me permettre de les photographier de manière intéressante. Donc, c'est plus, je m'intègre plus encore dans les éléments quand je suis dans l'eau douce. C'est se Comparé fondre aux dans vagues. l'eau, en fait, pour voir tout ce qui est insectes, Exactement. oiseaux, poissons, enfin Voilà, toute la vie voilà, voilà, voilà. animale qu'on ne Voilà, soupçonne pas. voilà, Et c'est exactement. quelque chose Et qui te qui plaît, qui est. t'a plu aussi? C'est quelque chose qui t'a... Alors moi, Ce changement je. de contexte? Oui, oui, mais enfant, en fait, j'ai un grand-père qui m'a transmis la passion de la pêche à la truite dans les Pyrénées. Ah, d'accord. Et donc, j'ai cet amour de ces espaces-là depuis que je suis tout petit. Mais j'avais jamais mis de masque et de tuba et encore moins prise de caisson avant d'avoir, je devais avoir 25 ans la première année où j'ai fait ça. D'accord, ok. Et ça a été une révélation en un instant, c'est-à-dire que j'ai basculé d'une vie, on va dire, où la rivière, c'était une zone de pêche pour moi, à j'ai basculé à une zone Une zone de de vie, en voyage, de fait, de découverte, de vie, découverte. voilà. Et à partir du moment où alors je travaille avec un objectif macro qui permet de saisir les détails, et donc de m'approcher des poissons pour pouvoir saisir les yeux, les écailles, des choses comme ça. Les Et couleurs. c'est vrai qu'à partir du moment, ouais, où je me suis plongé là-dedans et que j'ai commencé à croiser le regard de ces poissons, eh bien, en fait, de toute ma vie, je savais que je pourrais plus les pêcher, ces poissons-là. C'est plus possible. À C'est partir du fini, moment où on les a je ne peux regardés plus dans les les pêcher. yeux, ben non, j'ai vraiment, vraiment du mal. À Est-ce que moi, tu peux les quand manger? Est-ce que tu peux encore je, manger du poisson? un petit peu, mais vraiment, je vais vous dire, je le mange quand on est en voyage à l'autre bout du monde. Un des derniers que j'ai pêché, c'est en Patagonie, parce que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons. Et c'est vrai que quand on est dans la nature pour se nourrir, ça semble naturel d'en prendre un et de se nourrir avec. Donc Hmm. là-bas, je l'ai fait, mais ici, chez nous, dans les Pyrénées, quand je vois maintenant, malheureusement, l'état de nos rivières et la Ouais, population ouais. qui est en déclin de nos poissons, j'ai vraiment du mal de me dire, on peut les manger, etc. Non, il faut les préserver et pour espérer, comme je disais tout à l'heure, que les générations futures auront la chance d'en voir. Moi, quand j'étais petit, par exemple, la rivière où j'habite à Saint-Jean-de-Luz, il y avait à peu près 1000 saumons par an. Ouais, L'année dernière, il n'y en avait plus que 50. Donc, on est plus loin de l'extinction et quand ça sera fini ouais, pour toujours. ouais. Donc, c'est un peu tout ça Qui qui se motive le chamboule dans ma fait, tête. voilà. Ouais. Hmm. Voilà, qui motive tout ça et qui donne un sens à cette immersion dans les rivières pour essayer de transmettre un peu ce message-là, quoi. Voilà. Et il nous reste 2 minutes 30. Mon Dieu, que ça passe Ah, vite. On pourrait parler des heures et ouais. des heures. Justement, là, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure sur non seulement ton métier de photographe, l'eau, enfin voilà, si tu avais une phrase à dire aux jeunes générations, ou aux moins jeunes, hein, qu'est-ce que tu Ouais, aimerais ouais. dire? Que le monde de la photographie est en perpétuelle évolution. On est une génération où maintenant tout le monde a un téléphone et tout le monde se sent un peu photographe. Donc la photo en elle-même, le métier de photographe a complètement évolué. Il est beaucoup plus dur d'en vivre qu'il y a quelques années. Donc au niveau professionnel, c'est un choix de carrière qui est quand même compliqué, on va dire maintenant. Mais par contre, pour ce qui est de l'intérêt des milieux dans lesquels je travaille, j'invite tout le monde à en profiter et à s'immerger dans ces vagues, dans ces lacs, dans ces rivières, pour le bonheur que ça représente, l'harmonie que l'on ressent quand on s'immerge dans ces éléments-là, et puis se rendre compte qu'en fait c'est un bien commun qui nous appartient à tous, donc il faut qu'on prenne soin, parce que nos vies en dépendent, mais Et puis il faut au-delà le transmettre. voilà, il faut le transmettre et c'est maintenant qu'on peut faire quelque chose. La génération d'avant, c'était juste le début des problèmes. Nous, on est en prise avec les problèmes Nous, on est et en on plein peut dedans. prendre des Ouais. décisions qui vont peut-être permettre de sauver tout ça pour les générations qui arrivent. Donc, c'est ça en fait que j'ai envie de transmettre, c'est cette envie de préserver tout ça parce que moi personnellement, c'est ce qui me rend le plus heureux sur notre planète. Mm. C'est quand j'arrive dans ces éléments-là et que je m'immerge, je trouve une certaine
certaine harmonie avec les éléments qui Un donne un bien-être, sens, je trouve, ouais. à ma vie Un et sens. que je trouve pas, que je retrouve pas forcément quand je suis à terre. Mm. Et c'est ça que j'ai envie de partager et puis de transmettre au plus grand nombre, quoi. En fait, vous Voilà. auriez dû naître poisson. Vous auriez dû, Ben, hein. je crois qu'on est tous un petit peu poissons quand on voit le pourcentage d'eau que l'on a Après, à on a l'intérieur de notre 80% d'eau, corps. hein, le corps humain. Voilà, et puis le fait qu'au-delà de quelques jours sans eau, malheureusement, on dépérit. Donc Exactement. Ouais. on en a vraiment, vraiment besoin, mais au-delà du besoin vital, c'est, je pense, presque un besoin philosophique d'harmonie, de se sentir Mm. en osmose avec ces éléments-là qui peuvent apporter beaucoup de bonheur dans nos vies et on en a besoin. Donc voilà, c'est Ok, pour ça. eh bien écoute, Grégory Rabjak, merci à vous. C'était Merci 30 minutes infiniment, avec Eric, pour ce Grégory. bon moment. Grand Et plaisir. on peut vous retrouver donc page Instagram. De toute façon, il suffit de taper votre nom sur Google et blog, page Instagram et autres articles avec des photos magnifiques. J'invite tout le monde à aller les voir. En tout cas, merci Grégory pour cette Ben, avec demi-heure. grand plaisir. Merci Merci de à cette vous. Et passion. puis, Merci de cette braise. Et puis, mais au plaisir. Bonne continuation. Et chers auditeurs, à très bientôt. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir.